Tu connais l'histoire de l'armoire? Non? Bah, elle n'est pas commode, hein. Bon, aujourd'hui, on va essayer de vous faire rire. Rassurez-vous, on a un petit peu mieux que mes petites blagounettes. En tout cas, le rire, c'est bon pour la santé. Tiens, d'ailleurs, c'est sans doute pour ça que toute l'équipe d'Ensemble, c'est mieux est en très grande forme. Allez-y, c'est parti pour une émission pétillante. Allez, soyez les bienvenus. On est lundi, on est le 13 janvier. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, on a un super programme pour vous. Aujourd'hui, on va parler emploi dans la restauration. Oui, c'est un secteur qui recrute et c'est Julie du Pôle emploi qui nous expliquera ça dans un instant. On partira avec Guilhem au musée de la science de Grenoble. Encore une belle découverte à faire aujourd'hui. Salut Guilhem. Et puis ensuite, eh bien, c'est Marie et Xavier qui sont avec nous sur ce plateau et qui vont nous expliquer comment vous contribuez à lutter contre les cancers chez les enfants en organisant des concerts. Voilà, il ne faut pas mélanger les deux mots, ça n'a rien à voir. Caroline Faucon, cofondatrice de Baguette à bicyclette, est avec nous sur ce plateau. Et alors, croyez-moi, aujourd'hui, elle nous met à tous ici présents l'eau à la bouche avec ses petits déjeuners, puisque Baguette à bicyclette eh bien, livre chaque matin des petits déjeuners à bicyclette. Et on parlera un petit peu des petits-déj ici et ailleurs, d'ailleurs, dans le monde. On verra comment ça se passe un petit peu plus loin. Voilà, une émission rieuse et gourmande. Vous pouvez nous contacter. On a un Facebook pour ça. Vous pouvez nous joindre sur le site Ensemble c'est mieux, sur notre page Ensemble c'est mieux, ou encore un téléphone, le 0805 383 383. L'appel est gratuit. Oui, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Écoutez, c'est lundi. Hein, il faut le temps que tout ça se remette en branle, comme dirait l'autre. Bon, aujourd'hui, on va parler des vertus du rire. Et pour ça, nous avons deux invités sur ce plateau. Jean-Rémy Chaise est avec nous. Bonjour Jean-Rémy, bienvenue. Vous êtes humoriste lyonnais. Vous êtes en train de préparer un nouveau spectacle et à vos côtés, nous avons le professeur Alexandre Belot. Bienvenue également. Vous êtes spécialiste de la rhumatologie pédiatrique au CHU de Lyon et on verra avec vous qu'il est important de rire et surtout on parlera de ces clowns qui viennent un petit peu distraire les petits malades. On parle du rire aujourd'hui, juste après ces quelques images. Regardez. On s'est vraiment bien marré, hein. Ah ouais, qu'est-ce que ça fait du bien, un bon fou rire. Un enfant rit en moyenne jusqu'à 400 fois par jour. Un adulte, 20 fois par jour. En 1939, on riait 19 minutes par jour. Et aujourd'hui, moins d'1 minute. C'est bien dommage, car rire, c'est que du bon. Pour être en bonne santé, les médecins recommandent de rigoler 10 à 15 minutes par jour. Ça permet d'évacuer le stress. Quand on rit, notre corps sécrète des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Se marrer nous permet de détendre nos muscles et d'oxygéner notre cerveau, nous aidant à mieux nous relaxer. Un fou rire reviendrait à 45 minutes de relaxation. Le rire, c'est un vrai massage pour notre organisme. Du coup, cela favorise entre autres la digestion, une meilleure circulation sanguine et une meilleure oxygénation. C'est bon pour la tension artérielle. C'est excellent aussi contre les douleurs, pour renforcer le système immunitaire et même pour maigrir. 10 à 15 minutes de rigolade fait brûler entre 10 et 40 calories. Et puis rire, c'est bon pour le moral. Ça renforce la confiance en soi, l'humour permet de prendre du recul et de positiver. Et c'est excellent pour le lien social. Rien de plus communicatif que le rire. Rigologie, yoga du rire, le rire a tellement de vertus qu'il sert même de thérapie. Bref, pour mourir plus tard, soyez mort de rire. Eh ben voilà un beau programme. On a envie de mourir le plus tard possible. Bon, dites-moi, Jean-Rémy, vous êtes humoriste, vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. Hein. Ah oui, c'est sûr. Alors, quand on voit tous les bienfaits. Oui, c'est sûr. Alors après, le rire aussi, il y a quelque chose dans le rire qui est assez rigolo. Enfin, si je peux l'expliquer ainsi. C'est qu'on rigole aussi de manière très différente, quoi. Oui, c'est vrai. Le rire n'a pas qu'une seule couleur. Oui. Et du coup, c'est ça qui est intéressant quand on est... quand on fait ce métier, entre guillemets, enfin, en tout cas quand on essaye de faire rire, même si on ne fait pas que faire rire, mais de voir les réactions du public qui sont très différentes d'un sketch à l'autre, d'un personnage à l'autre, et le rire est convoqué différemment chez chacun, en fait. Ouais, qu'est-ce que vous pensez apporter à vos spectateurs ? Du rire, d'une part, mais surtout, je sais pas, peut-être quelque chose... Moi, je travaille beaucoup sur le personnage, sur l'incarnation du
d'une personne, de quelque chose. Donc peut-être parler de la vie aussi, surtout, parler de la vie de tous les jours, parler de la société, parler des gens avant tout. Voilà. Et ensuite, le rire arrive ou pas, mais en tout cas, avant tout, c'est surtout convoquer quelque chose de l'ordre de l'être humain, en tout cas. On va écouter Naoud. Alors pour moi, le rire, c'est le meilleur anti-stress qui existe sur Terre. Je l'utilise tous les jours en tant que praticienne de santé. Et hier, je recevais une patiente qui souffrait de stress, notamment de stress face au public. Je lui ai dit de se mettre debout face au miroir et de commencer à faire des grimaces. Au début, c'est très difficile, mais à force de le faire, elle s'est prise au jeu et elle a explosé de rire très rapidement. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, le rire, c'était le meilleur anti-stress. Ça l'a complètement relâchée et ça lui a permis de reprendre confiance en elle. Professeur, qu'est-ce qui se passe quand on rit ? Alors, le rire, c'est un mécanisme complexe. Il y a à la fois des mécanismes physiques, c'est une contraction musculaire du diaphragme, des muscles intercostaux, c'est une respiration un peu particulière, c'est les muscles de la face aussi qui se crispent ou qui sourient, qui échangent au moment du rire. Et puis, il se passe des choses à l'intérieur, une sécrétion de médiateurs, en particulier l'endorphine qui a été identifiée dans le reportage, c'est une sorte de morphine naturelle que l'on produit et qui a un effet anxiolytique, déstressant, bénéfique à l'ensemble de l'organisme. D'accord, donc rire, c'est bon pour la santé. Définitivement, très bon pour la santé, très clairement. Et comme vous l'avez bien souligné, on ne rit pas assez, beaucoup moins que par le passé. Vrai, et il faut s'inspirer de ce que font les enfants. Ils rigolent beaucoup plus que nous. 300, 400 fois par rapport aux adultes qui rient une vingtaine de fois seulement. C'est triste. Et justement, les enfants, vous, dans votre service, en tout cas, on a des clowns qui viennent pour les petits malades pour justement les faire rigoler. Oui. Et ça, c'est extrêmement bénéfique dans un service hospitalier où on n'attend pas de croiser un clown dans un endroit où même avec tout l'investissement des soignants, eh bien, on a la maladie chronique, la maladie rare, les soins longs, parfois douloureux. Et donc la survenue de ces clowns est un peu anachronique et fait énormément de bien à nos petits patients. Ça me fait souvent penser à cette phrase de Beaumarchais, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Et on a ce sentiment de temps qui se suspend, de moments où on sait qu'on est là pour des soins et néanmoins les clowns sont là pour nous faire passer une coupure du temps, une réaction très particulière, singulière de l'enfant au clown qui prend le pouls et l'ambiance de la situation pour les déconnecter et les faire voyager. Ouais. C'est valable pour les enfants et aussi pour les adultes qui viennent voir vos spectacles, c'est une petite bulle d'oxygène. Bien sûr, c'est vrai que c'est toujours très agréable, en tout cas quand on est face à une salle qui rit, c'est beaucoup plus agréable que quand on est... c'est sûr, c'est dans la solitude. On va pas se mentir, des fois, il y a des salles plus dures que d'autres. Après, voilà, moi ce que j'aime aussi, c'est encore une fois, c'est vraiment que chacun réagisse à des choses différentes, parce que je trouve qu'il y a autant de rire qu'il y a de personnes. Oui, bien sûr. Et qu'il y a d'humour. Oui. Est-ce que vous aimez rire autour de la table ? Oui. Oui. Vous n'êtes pas les derniers ? Lorsque je vois un bon spectacle, ça va. Mais, mais bon, sinon... dites-moi, professeur, dans les pays anglo-saxons, il existe des thérapies du rire. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, donc dans ces pays, je pense que l'origine du docteur clown, la clown thérapie, ça vient des pays anglo-saxons. C'était d'abord une histoire d'un Américain, docteur Adams, qui a mis en place ou introduit ces clowns dans des endroits où on ne les attendait pas, qui sont les hôpitaux. Et donc il y a une culture plus importante dans les pays anglo-saxons que dans les pays latins d'introduire ces partenaires des soins qui a fait ses preuves sur tous les paramètres que l'on a indiqués dans le premier reportage, dans diminution du stress, de l'anxiété, de la dépression et même de la douleur. Et donc on est un peu sans doute en retard en France sur l'introduction de ces clowns comme d'authentiques partenaires. Et donc il faut... le souligner, essayer de renforcer. L'essentiel de leur modèle économique, c'est quand même du partenariat, du fundraising. Et peut-être qu'à ce titre-là, les anglo-saxons, avec les charity démarches, sont plus en avance que ce que nous faisons, nous, en France. Oui, mais je pense qu'il serait bien qu'on rattrape ce retard-là. Ensemble, c'est mieux, on celle de le dire. En plus, quand on rit, c'est ce qu'on voit aussi dans les yogas du rire, etc. On utilise finalement moins de substances, moins de médicaments. On est moins obligé de traiter les patients. C'est ça qui est formidable. Absolument, on produit soi-même un produit qu'on n'a pas besoin de s'administrer. Donc, on sait que le rire est bénéfique et il le sera d'autant plus qu'on est en groupe. Il est facilité lorsqu'on est en groupe. Devant une scène, on est plus nombreux à rire lorsque... C'est communicatif. C'est communicatif, exactement. Ouais. Et donc, il y a des gens qui se réunissent comme ça pour faciliter le rire et s'épargner des médicaments, sans doute. Oui, ça, c'est extrêmement efficace. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, Jean-Rémy ?
Ah, moi, ce qui me fait rire, c'est les choses un peu décalées, un peu à côté. Ce qui me fait rire, c'est parce que souvent dans mes spectacles, on dit oh là là, c'est un peu trash, ou alors c'est des gens qui sont pas forcément heureux. Et moi, ce que j'aime bien, ce qui me fait rire, c'est les choses qui sont peut-être un petit peu. C'est peut-être ce qui est le contraire du bonheur, justement. D'accord. J'aime bien parler des choses qui sont pas normales ou parler des choses qui vont pas très bien. Je trouve que c'est toujours plus intéressant. Bah, c'est l'autodérision aussi. C'est beaucoup de dérision, beaucoup de distance. Oui, c'est important et c'est une arme aussi, je crois, la distance dans la vie. Bien sûr. Julie, qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Oh, moi, je suis bon public. Bon public. Moi aussi. Moi, c'est les gamelles. Quand on voit quelqu'un tomber, c'est malheureux, mais ça prête toujours à sourire, à condition que ça se termine bien, évidemment. Oui, vaut mieux. Ou pas, oui. Est-ce que tous vos petits patients rient? Est-ce qu'on arrive forcément à décrocher les sourires des enfants, aussi malades soient-ils? Assez fréquemment quand même. On a vu dans le reportage, les enfants, ils sont très sensibles aux émotions, ils sont entiers et ils rient beaucoup plus que les adultes. Oui. Donc on arrive facilement à déclencher ces rires et sans doute les enfants sont aussi beaucoup plus dans l'instant, qu'ils vivent intensément et c'est des réactions de patients à clowns qui surviennent dans notre service et qui sont des moments très précieux, très particuliers où l'enfant oublie complètement sa maladie et arrive à sourire. Alors tous ne sourient pas toujours, il y en a quelques-uns parfois qui ont peur des clowns, mais le clown sait s'adapter parce que lui, il prend l'ambiance. C'est un peu un thermomètre supplémentaire qu'on a dans les services et donc il va regarder, vérifier que l'interaction se produit bien et si ce n'est pas le cas, il peut s'adapter. Pas très loin du clown au nez rouge, on a le clown blanc qui peut lui faire de la musique ou quelque chose de plus calme. Donc il y a une capacité de ces comédiens de s'adapter à la situation et si le rire ne vient pas spontanément, on peut changer d'intervention. Oui, mais on y arrive quand même. On y arrive toujours. Oui. C'est la cravate aussi qui se relève ou qui lance de l'eau avec la petite fleur. On va écouter Johanna. Pour moi, le rire, c'est la vitamine naturelle, c'est le remède. C'est comme si je prenais un médicament que je buvais et qui agit dans les différentes sphères de ma vie. Au niveau de mon organisme, j'ai plus d'énergie. Au niveau émotionnel, j'ai des perceptions beaucoup plus positives, une vision beaucoup plus positive. Je garde de la distance avec mes problèmes. Je suis focus vraiment sur l'essentiel. Et le rire, pour moi, c'est comme si je mettais de l'ambiance, du rythme dans ma vie, du rythme de joie, de l'optimisme, de la foi. Donc le rire, c'est quoi ? C'est un cocktail à consommer sans modération. Ah bah écoutez, le message est clair. Hein. Johanna, elle est à fond. Quand on aime faire rire, on aime rire soi-même. Oui, c'est sûr. On était plus exigeants, remarquez. Oui, c'est vrai. Peut-être, oui. Parce que moi, je suis pas tellement bon public, bizarrement. Ah oui? Ouais. Je pense qu'il y a une exigence peut-être différente. Est-ce qu'il y a des humoristes qui vous font plus rire que d'autres? Évidemment, bien sûr. Lesquels? Parce qu'il y a des familles d'humour aussi. Bah oui, bien sûr. Voilà, c'est normal. Moi, je sais que j'ai été un peu bercé par Muriel Robin. Oui. Dans mon enfance, dans la distance et dans le personnage, justement, dans la distance qu'elle met, ce côté un petit peu aussi acide. Vous avez presque la même voix d'ailleurs. Ah bon? Non? On m'a dit Palmade souvent. Ah oui, moi aussi. Ils sont proches. Les deux, voilà. Et puis après, des humoristes, après Foresti a aussi quelque chose d'assez. La maman calme. C'est dingue, voilà. Et après, Alex Lutz, voilà. Oui. Avez-vous fait déjà des interventions dans les hôpitaux? Non, pas du tout. Encore? Absolument pas. En prison, oui. mais pas dans le milieu hospitalier. Non. Ouais. Et qu'est-ce que ça avait apporté aux prisonniers que vous avez rencontrés? Alors, je l'avais fait dans le cadre, non pas de l'humour, mais d'une pièce de théâtre de Bertolt Brecht. Voilà, où on a été rentré, on était allé en prison pour parler de ça. C'était intéressant parce que eux, du coup, le rapport au théâtre était complètement différent, en tout cas. Rapport parce qu'il y a une sorte de liberté dans le théâtre et qui est contradictoire avec le fait qu'ils soient eux-mêmes incarcérés. Enfermés, oui. Du coup, ils trouvent une liberté dans leur cage et c'était assez bouleversant comme expérience. Professeur, comment on pourrait faire évoluer justement notre retard sur les pays anglo-saxons pour que le rire envahisse le plus possible les hôpitaux et les services? C'est sans doute de faire la promotion de ces différentes associations qui interviennent, les unes, les autres. Se souvenir qu'il s'agit à chaque fois de comédiens qui sont intermittents du spectacle, donc qui ont un statut un peu particulier, parfois difficile. Et donc ce ne sont pas des bénévoles. C'est un peu aussi une idée reçue que l'on peut avoir. Et c'est majeur qu'il s'agisse de professionnels qui sont impliqués à tout niveau dans la prise en charge, qui sont familiers, qui comprennent la situation médicale particulière, qui ont aussi la possibilité de débriefer et puis de pouvoir interagir avec les équipes soignantes de manière pérenne. Donc je pense que c'est les fundraising et ce type de stratégie qui porte
ces clowns thérapeutes et peut-être un jour d'obtenir un statut officiel au sein de l'hôpital. Ce serait extrêmement précieux. Ce serait formidable. Merci à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui pour nous parler de ce sujet-là. Et puis, soyez les bienvenus à vous qui nous faites l'amabilité de nous suivre de plus en plus nombreux chaque jour. Il est 11h du matin et on est content d'être avec vous, de vous emmener notamment du côté du musée de la science de Grenoble. Ça, c'est avec Guilhem dans un instant. Et puis, avec Julie du Pôle emploi, nous allons parler de l'emploi dans la restauration. C'est un secteur qui recrute. Nous avons également Marie et Xavier sur ce plateau qui vont nous expliquer comment vous luttez tous les deux contre les cancers chez l'enfant en utilisant des concerts, grâce aux concerts. Et puis vous, Caroline, eh bien, avec tout ce que vous avez devant vous, on va saliver. D'ailleurs, je vous vois tous là, en train de regarder les brioches. Il sera question de petit déjeuner dans un instant. Mais tout de suite, on va prendre la direction de la Maison des Experts et on va voir notre JP national. Bah oui, c'est lundi, on bricole. Bonjour, on se retrouve dans un instant dans la Maison des Experts pour découvrir ensemble les astuces du bricolage maison. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à redonner vie à une table en bois. Parfait, JP. Eh bien, à tout à l'heure, nous allons retrouver Guilhem. Alors, Guilhem, il est en Isère. Il est allé au musée de la chimie de Grenoble. Regardez. Bonjour Karine, bonjour à tous. Aujourd'hui, je me trouve au musée de la chimie. On est sur la commune de Jarry, à une vingtaine de kilomètres de Grenoble. Et pour parler de ce musée de la chimie, je suis avec la directrice, Caroline Guérin. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est entouré de tubes à essai et ça a du sens de parler de chimie près de Grenoble parce que c'est un territoire marqué par la chimie. Tout à fait. En fait, l'industrie chimique est présente sur le territoire depuis 1916. Alors, la date, effectivement, fait écho à la Première Guerre mondiale. C'était pour les besoins de guerre à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Heureusement, on est sorti de ça. Aujourd'hui, la chimie qui est sur ce territoire est surtout dirigée vers les applications de notre quotidien. Et il y a des industries qui sont pas loin, aux alentours des industries pétrochimiques importantes. Alors, c'est une chimie notamment basée sur le chlore. On n'a pas de pétrochimie sur Grenoble ou sur Pont-de-Clé ou Jarry. C'est essentiellement une chimie de base. Donc, on fabrique du chlore, de l'hydrogène et de la soude. Et donc, on est dans ce musée, il y a tout un décor qui emporte le public dans cet univers qui est un peu austère, qu'est la chimie. Oui, tout à fait. On essaye d'essayer d'apporter une compréhension, donc une dimension tout à fait pédagogique, mais aussi d'apporter une dimension peut-être un petit peu magique. La chimie, c'est pas magique, c'est une science, mais en tous les cas, c'est vrai que ça fait toujours appel à notre côté un peu enfant. Et c'est pour ça qu'on propose pas mal de réactions chimiques en live, pour que le public puisse s'initier tout en faisant la balade du parcours scientifique. Alors, on se balade et justement, pendant cette balade, il y a tout au long de la visite des expériences qu'on peut faire. Alors justement, on est sur l'une d'elles. Là, si je branche ce câble-là, il va se passer quelque chose dans ce tube. Voilà. Tout à fait. On vient de faire l'électrolyse de l'eau salée. C'est exactement ce qui se passe dans les cuves d'électrolyse de l'usine, qu'on a ici à Jarry, par exemple. Et vous venez de purifier l'eau salée. Donc on voit apparaître ici des gaz. Ici, le gaz chlore et de l'autre côté, l'hydrogène. Donc c'est très concret et j'imagine que les enfants peuvent eux-mêmes réaliser ces expériences. Oui, tout à fait. Le but, en fait, avoué de mettre ces petites paillasses dans le parcours, c'était de permettre justement au jeune public de s'initier facilement en faisant quand même des expériences très pertinentes. C'est pas du tout virtuel. On est vraiment là sur quelque chose qui se réalise vraiment sous leurs yeux. On imagine que ça leur plaît, il y a des réactions. Ils ont quel âge à peu près aussi ces enfants qui viennent ici? Le cœur de cible, ça va être les 10-14 ans. C'est ceux qui ont encore cette curiosité assez naturelle pour les choses scientifiques. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de les éveiller à cette curiosité, voilà, la cultiver. Alors on passe d'une salle à une autre avec des ambiances aussi qui peuvent être parfois différentes. Oui, tout à fait. On avance dans le temps. Donc c'est vrai que là, c'est un petit peu le début de l'électrolyse du chlore pour les besoins de guerre. Et puis progressivement, on voit dans le musée apparaître des objets de notre quotidien qui nous appartiennent un peu plus. Et notamment donc l'explosion de la chimie du chlore dans les années 50 à 80. Les fameuses années vraiment d'explosion de l'industrie chimique sur le territoire. Merci Caroline de nous avoir fait partager un bout de cette visite qui est donc une exposition permanente. On va aller voir dans quelques instants l'exposition temporaire sur la transition énergétique. À tout à l'heure, Guilhem. Merci beaucoup. Tout de suite, je me tourne vers Julie. On va parler emploi et emploi dans la restauration. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Bon, alors aujourd'hui, on parle emploi dans la restauration, qui est quand même un domaine assez large, qui englobe beaucoup de métiers.
Tout à fait, beaucoup de métiers. On peut parler des métiers de cuisine, comme par exemple les cuisiniers, les commis de cuisine ou les plongeurs, mais on peut aussi parler des métiers de service, comme les barman, comme les maîtres d'hôtel ou les serveurs. Dans tous les cas, ce sont des métiers qui permettent quand même d'avoir un développement de carrière assez intéressant. On peut très bien commencer commis de cuisine, puis passer cuisinier, puis passer chef de cuisine et pourquoi pas devenir, après quelques années d'expérience, son propre patron. On parle aussi des métiers quand même de passion avec la transmission des valeurs gastronomiques à la française. C'est un secteur qui recrute. Quels sont les métiers les plus demandés dans ce secteur-là ? C'est un secteur qui recrute 78 000 embauches sur un an en Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, quand même, hein. Et les métiers les plus recherchés, c'est les cuisiniers, les serveurs et les employés polyvalents de restauration. D'accord. C'est vrai que la cuisine, ça a eu quand même, grâce aux médias, il faut bien le dire, un véritable essor parce qu'il y a plein d'émissions comme ça de cuisine qui ont mis en avant les métiers de cuisinier. C'est plus une voie de garage aujourd'hui, c'est un vrai métier, une vraie profession valorisée. C'est un petit peu moins le cas pour les métiers de la salle. Du coup, c'est vrai que ce serait bien de créer un concept de télé, pourquoi pas, pour mettre en valeur un peu les métiers du service. C'est une très jolie profession aussi. Du coup, quelles sont les compétences les plus recherchées ? Alors, les compétences, on va surtout rechercher les compétences techniques, donc les compétences qu'on va acquérir via la formation. Ça peut être des certificats de qualification professionnelle, des certificats d'aptitude professionnelle. C'est un secteur qui est ouvert à tout le monde, donc même des personnes débutantes, elles peuvent aussi acquérir ces compétences via une expérience professionnelle. Il suffit d'être motivé et dynamique. Après, les entreprises recherchent aussi des personnalités et notamment des savoir-être, comme par exemple le sens du travail en équipe, le sens du service, les capacités relationnelles, l'organisation, la rigueur et puis aussi la capacité à prendre du recul en situation de conflit. Oui. Pendant le coup de feu. Exactement. Peut-être aussi, parce que dans les cuisines, ça envoie. Et dites-moi, si on parle quelques langues étrangères, c'est toujours mieux, non ? Exactement. La maîtrise d'une langue, c'est aussi un atout pour le service, par exemple. Oh oui, complètement. Quels sont les conseils que le Pôle emploi aurait envie de nous donner si on souhaite postuler dans ces métiers-là de la restauration ? Alors, je dirais pour un entretien, la présentation, c'est vraiment très important. Et qu'on soit en entretien ou en service, la tenue doit être irréprochable, puisqu'on est devant un client et on représente l'image d'une entreprise. Et après, pour des personnes qui recherchent dans ce secteur-là ou des entreprises qui recherchent des candidats, je conseille d'utiliser le service Maintenant. C'est un service en ligne et gratuit qui est disponible pour tout le monde. C'est sans offre et sans CV. Et c'est un processus de matching en 5 minutes. On peut directement être contacté par une entreprise. C'est moderne, hein. C'est encore plus efficace que les trucs de rencontre. Hein. Bravo le Pôle emploi, vous êtes bien mis à la page. Bon, en tout cas, si on pouvait résumer tout ça, c'est plus de 78 000 embauches dans ce secteur de la restauration sur un an en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment des cuisiniers, des serveurs, des employés polyvalents de la restauration. Et puis, dites-vous que c'est la possibilité de développer sa carrière. Voilà, on peut commencer tout au bas de l'échelle et terminer, vous l'avez dit, en créant son propre restaurant. Caroline, je me tourne vers vous. Oui. Vous recrutez, vous avez du personnel ? Alors nous, on recrute, mais pas des cuisiniers, mais on recrute beaucoup de coursiers, qui peut paraître être un métier très simple, mais qui en fait est très compliqué parce qu'il faut trouver des gens qui sont sportifs, qui aiment les intempéries, surtout en ce moment. Oui, je n'en connais pas beaucoup, moi. Voilà. Et qui ont vraiment le sens du service, comme dans un restaurant. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive chez un client le matin, il faut avoir le sourire et puis il faut savoir lui faire bien commencer la journée. Oui, c'est ça. C'est votre métier à vous. Hein. Vous livrez des petits déjeuners aux professionnels et aux particuliers. On en parlera dans un instant, mais tout de suite, on a une belle histoire à vous raconter. Bonjour Marie, bonjour Xavier. Bonjour. Alors Marie, vous êtes présidente de l'association Une Nuit pour 2500 voix. Et vous, Xavier, vous êtes président de l'association Cassandra. Tous les deux, vous contribuez à la lutte des cancers chez les enfants en organisant des concerts. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors, je vais peut-être présenter déjà l'association Cassandra. C'est une association qui est née en 2016 des suites de la maladie de ma fille, Cassandra. Elle a été diagnostiquée d'un cancer quand elle avait quelques mois, 2 mois exactement. Son cancer, c'était une leucémie, un cancer du sang.
Malheureusement, elle est décédée de ce cancer donc en 2016. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec ma femme de créer l'association Cassandra pour lutter contre les cancers de l'enfant. Par exemple, en récoltant des dons pour les reverser à la recherche contre les cancers de l'enfant. D'accord. Et c'est dans ce cadre-là que vous vous êtes croisés? Tout à fait, parce que je suis chercheur. Et donc en fait, effectivement, Cassandra a été suivie au Centre Léon Bérard. Et je travaille, moi, au Centre de recherche en cancérologie de Lyon, qui est situé sur le site du Centre Léon Bérard. Donc on s'était rencontrés avec Xavier dans ce cadre-là. Et puis assez vite, en fait, on a commencé à travailler autour de l'idée de regrouper les associations qui existent et qui luttent contre les cancers de l'enfant et qui sont souvent créées par des parents suite à la maladie de leur enfant, et d'essayer d'organiser un événement collectif pour porter la voix de ces enfants, en organisant justement des concerts autour du 15 février, qui est la journée mondiale des cancers de l'enfant. D'accord. Et c'est dans ce cadre-là qu'est née l'association Unis pour 2500 voix, qui plus qu'une association est surtout une manifestation en fait, qui regroupe les chercheurs et les associations comme l'association Cassandra, qui à un moment de l'année décide d'unir leurs forces pour porter haut et fort la voix de ses enfants et bien sûr collecter des dons pour faire avancer la recherche. De toute façon, ensemble, c'est mieux. Hein. Exactement, on est bien dans le thème. Et du coup, tous les fonds que vous récoltez, à quoi servent-ils? Quels sont les besoins de ces enfants? Alors, je vais parler des besoins de la recherche. Peut-être que Xavier parlera aussi de ce que font les associations à d'autres niveaux. Je pense qu'il est assez clair pour tous que si on veut mieux soigner les enfants, on en soigne actuellement 4 sur 5. Donc, il y en a 1 sur 5 qu'on n'arrive pas à soigner. Et si on veut les soigner mieux, parce qu'il y a 2 tiers des enfants qui ont des séquelles aussi post-traitement et des séquelles qui sont assez lourdes, il faut faire un effort de recherche. Et comme chacun le sait, la recherche, malheureusement, a un coût. Et donc, plus on arrive à collecter des dons, plus on arrive à collecter des fonds pour la recherche, plus on pourra avancer rapidement. La particularité du Nuit pour 2500 voix, c'est que c'est vraiment dans le thème d'ensemble, c'est mieux, parce que c'est à la fois les associations et les chercheurs qui s'unissent, mais c'est aussi pour financer du collectif. C'est-à-dire que ce qu'on finance au travers du Nuit pour 2500 voix, c'est des projets de recherche collectifs qui sont mis en œuvre par les chercheurs du réseau national React for Kids, qui regroupe tous les chercheurs qui travaillent en oncopédiatrie. D'accord. Voilà. Après, il y a d'autres besoins qui sont couverts par les associations. C'est vrai que les associations interviennent beaucoup également pour aider les familles directement. Oui. Je pense par exemple parce que souvent les parents arrêtent de travailler pour rester auprès de leur enfant, parce que là on ne parle pas d'une simple grippe par exemple, on parle d'un cancer, donc c'est une maladie qui va durer de plusieurs mois à plusieurs années, pour ne pas dire plus. Et souvent, ces parents qui arrêtent de travailler ont une perte de revenus. Donc, les associations interviennent également pour aider ces familles à payer, par exemple, un loyer. Bien sûr. Et malheureusement, on intervient également pour aider les familles à payer les obsèques de leurs enfants en cas de décès de l'enfant. Oui, cette aide, elle est intervient essentielle. à tout niveau. Oui. Et du coup, le prochain concert, il est prévu quand ? Alors, en fait, la plupart des concerts vont avoir lieu autour du 15 février, de manière à créer de la visibilité sur cette journée mondiale des cancers de l'enfant, qui est très suivie outre-Atlantique, notamment aux USA, et qui était jusque-là pas trop mise en avant en France. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie de se regrouper les uns et les autres, au-delà de nos actions individuelles au cours de l'année, de manière à essayer de créer cette visibilité en organisant des concerts. Et les prochains concerts dans la région lyonnaise auront essentiellement lieu autour du 15 février justement, jusque fin février. Très bien. Et du coup, on peut encore s'inscrire, il y a encore de la place. Alors tout à fait. Oui, hein. Il n'y a pas de souci. C'est recommandé même. Voilà. Si on met vos coordonnées associationcassandra.org, Xavier, on peut faire le lien, s'inscrire, trouver toutes les infos. Tout à fait, on mettra la liste des concerts prévus en Auvergne-Rhône-Alpes et dans toute la France également. Bon, alors je le rappelle, vous pouvez les aider, soutenir ces belles initiatives. Associationcassandra.org, ça s'affiche sur votre écran. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là aujourd'hui et c'est absolument essentiel de vous avoir pour faire avancer les choses. Si vous avez une belle histoire, n'hésitez pas à nous contacter vous aussi. Vous pouvez le faire par téléphone au 0805 383 2 fois ou encore via notre page Facebook. Ensemble, c'est mieux. On va retrouver Guilhem tout de suite on va retrouver Jean-Pierre, me dit-on, dans l'oreillette. On passe de l'un à l'autre, mais pourquoi pas, il y en aura pour tout le monde. Guilhem, c'est dans un moment. JP, c'est maintenant direction la Maison des Experts. Bonjour, moi c'est Karine. Bonjour, moi c'est Dominique. Bonjour, moi c'est Nathalie. On est venu voir Jean-Pierre pour apprendre à redonner vie à sa table en bois.
Bonjour Dominique, Nathalie, Karine. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à redonner vie à une petite table en bois de salon. Ça, c'est super. On y va? Oui. Pour redonner vie à notre table en bois, nous allons d'abord commencer par l'égrainer. L'égrainage est une technique de ponçage qui permet de donner un petit peu d'aspérité à la surface, faire des micro-rayures qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui vont permettre au produit de bien adhérer au support. On utilise une feuille de papier abrasif de grain fin parce que cette table est plutôt en bon état et on va pouvoir tenir notre cale de cette façon-là pour venir poncer la table. Voilà. Notre table est apprêtée. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième partie après un petit coup de chiffon pour enlever la poussière. Pour redonner vie à notre table en bois, nous allons fabriquer un produit de rénovation très simple à base de 3 ingrédients. De l'huile de lin, de l'essence de térébenthine et un tout petit peu de cicatif. Alors, l'élément de base, c'est l'huile de lin. C'est ce qui va permettre de nourrir le bois. Si on l'appliquait directement, ça aurait du mal à rentrer dans les pores du bois. Donc, on va utiliser la térébenthine comme véhicule pour transporter notre huile de lin dans les veines du bois. Et le cicatif est un produit qui permet un séchage plus rapide. C'est quoi le dosage avec tous ces produits? Alors, l'huile de lin, 2 tiers, la térébenthine, 1 tiers, et le cicatif, 15 ml pour 1 litre. Notre mélange économique est prêt. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'application. Pour redonner vie à notre table en bois, on va appliquer ce mélange dans le sens du bois, dans le fil du bois, pour que le mélange pénètre bien. Et on va l'appliquer jusqu'à ce que le bois ne l'absorbe plus. Le temps de séchage, c'est combien de temps? Dur en surface pour pouvoir poser des choses dessus, au moins 24 heures. D'accord. Et voilà, nous avons réussi à redonner vie à cette table facilement et de façon surtout très économique. Vous avez maintenant toutes les astuces pour refaire ça chez vous. Merci JP. Merci JP. On résume. Pour redonner vie à sa table en bois, égrainez votre table avec du papier abrasif fin, puis enlevez la poussière avec un chiffon. Mélangez 2 tiers d'huile de lin, 1 tiers de térébenthine, puis ajoutez 15 ml de cicatif pour 1 litre de produit afin de traiter le bois. Appliquez le mélange avec un pinceau dans le sens du bois pour que ce dernier pénètre bien, puis laissez sécher 24 heures. Et voilà, vous avez désormais toutes les astuces pour redonner vie à votre table en bois. Parfait, merci beaucoup JP. Bon, je l'ai annoncé avec un peu d'avance. On va retrouver Guilhem, cette fois-ci, direction le musée de la chimie à Jarry. C'est tout près de Grenoble, regardez. Voilà Karine, on a quitté l'exposition permanente du musée de la chimie pour se trouver dans l'exposition temporaire, une exposition sur la transition énergétique. Et pour en parler, je suis avec Karine Godot de l'association Science et Malice. Bonjour Karine. Bonjour. Merci de nous montrer un petit peu ce que vous faites au musée de la chimie, donc dans un atelier très ludique sur la transition énergétique pour les plus jeunes. Voilà, pour accompagner l'exposition, en fait, l'idée c'est d'avoir plein d'expériences et de jeux pour situer le problème. Donc on peut commencer par exemple par ce jeu où l'idée c'est de réfléchir à différentes sources d'énergie qu'on peut utiliser par exemple pour se déplacer. Alors je ne sais pas. Pour se déplacer, bon voilà, on a le pétrole si on met cette vignette là. Tout à fait, mais on peut aussi utiliser l'énergie des animaux, ce qu'on a fait pendant très longtemps, ou alors rouler au biogaz. D'accord. Ou alors à la vapeur par exemple. Et ça c'est un jeu qu'on peut faire avec les plus jeunes. Des classes de scolaires? Avec toutes les tranches d'âge en fait, parce que l'idée c'est de poser le problème, parce que l'énergie c'est pas forcément quelque chose qui est facile à comprendre, donc là c'est pour avoir quelque chose de concret, pour pouvoir réfléchir, pour commencer à présenter l'atelier et à voir les apports de la chimie dans ce domaine. Alors on évolue dans le temps dans cet atelier puisqu'on passe d'un jeu très concret à l'énergie, comment on peut la créer de manière un peu plus propre. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est de refaire en fait un peu l'histoire de l'énergie, en particulier de la fabrication de l'électricité, et voir comment la chimie a participé tout au long du développement. Donc on commence par la pile de Volta. Donc c'est la première façon qu'on a eu de produire de l'électricité en continu à partir de 2 métaux.
Alors le problème, pour celle-là comme pour toutes les piles, c'est que du coup ça va créer des déchets. Voilà. Du coup, c'est une source d'énergie qui est pratique, mais qui crée des déchets et donc un impact sur l'environnement qu'on va retrouver sur le nucléaire avec beaucoup plus de problèmes, puisque là, les déchets, on ne sait pas du tout quoi en faire. Et les enfants sont réceptifs, j'imagine, à ce discours? Oui, oui, parce que du coup, ils comprennent tout à fait les problèmes en fait, de ces déchets. Et pour le nucléaire, ils voient bien que c'est des déchets qui vont durer très longtemps. Et comme c'est une planète qu'on habite tous ensemble, du coup, ça leur touche. Ça les touche. Et on avance un peu plus avec les panneaux solaires, c'est ça? Voilà, donc du coup, là, à un moment donné, on parle quand même des dynamos et du coup des énergies renouvelables qui sont fabriquées par l'éolien ou les barrages. Et puis plus récemment, grâce à la chimie, on a réussi à fabriquer de l'électricité à partir d'un caillou. Et donc on extrait l'élément silicium pour fabriquer des panneaux solaires qui vont permettre après de produire de l'électricité, ce qu'on va retrouver en fait sur les toits des maisons ou dans plein d'objets du quotidien. Merci Karine pour cette explication. Et bien voilà cette exposition temporaire sur la transition énergétique qui dure jusqu'en décembre 2020. C'est noté, Guilhem, décembre 2020. Merci beaucoup. Tiens, demain, d'ailleurs, ce sera notre fleur nationale qui nous emmènera du côté de Tournon-sur-Rhône, une jolie ville finalement chargée d'histoire qui chevauche, qui enjambe le fleuve. Et si on passait à table ? À la table du petit déjeuner aujourd'hui avec Caroline. Ça va, Caroline? Ça va très bien, je vous remercie. Caroline, vous connaissez d'ailleurs à ce propos la blague du petit déjeuner? Pas encore, non. Pas de bol. Oui, je suis pas prête de vous faire concurrence, Jean-Rémy. Je suis désolée. Moi, j'essaye. L'émission sur le rire, je me lance. Bien. Caroline, vous êtes cofondatrice de Baguette à bicyclette. Et alors, vous, votre créneau, c'est justement, on le disait, de livrer des petits déjeuners, que ce soit aux personnels, enfin, je veux dire aux particuliers ou aux entreprises. Exactement. Donc, nous, chez Baguette à bicyclette, on a fait le choix de livrer des petits déjeuners à vélo dans les rues de Lyon et dans les environs. Et on a choisi de prendre des produits de qualité. Donc on s'entoure de plusieurs partenaires locaux, que ce soit pour la confiture, les jus ou les viennoiseries que vous allez pouvoir goûter. Et on les livre sur l'ensemble du territoire. Oui, 50 000 kilomètres à vélo, c'est ça? À vélo, oui. Réalisé en une année? Oui, une année et quelques mois, enfin une année et demie. Ça y va les mollets là? Voilà. Donc une année et demie, des livreurs, de la bonne volonté, de la transpiration. Oui, c'est ça. Miam, bon appétit. Non, c'est pas ce qu'elle voulait dire, mais enfin, ils y mettent du cœur, quoi. Voilà, on y met du cœur. Du coup, un petit déj équilibré, c'est quoi? Alors, un petit déj équilibré, vous allez me dire, c'est évidemment une boisson chaude. Oui, c'est café, vrai. thé, chocolat, selon les goûts, il y en a pour tout le monde. C'est des fibres, donc des fibres, c'est des fruits. Il y en a qui les préfèrent à croquer, d'autres qui préfèrent des jus à boire, chacun ses préférences. On peut aussi ajouter tout ce qui est muesli, céréales. C'est très bon, on peut en consommer sous différentes formes. Il y a des barres, il y a aussi des granolas un peu comme ceci. Ça, j'aime bien les granolas, moi. Vous voyez, ça fait un peu des grosses pépites qui croustillent sous la dent, c'est assez agréable. Est-ce qu'on peut faire passer? Bien sûr. Regardez. Super, merci beaucoup. Tenez, Karine. Hop. Donc là, vous allez voir, donc dans celle-là, il y a de la noisette, de l'avoine. C'est bien, ça, c'est avec du sucre. Ah, ça, c'est moins bien. Un peu de sucre, non, mais c'est du sucre naturel, donc c'est très très bon. Et c'est fait artisanalement par une petite entreprise qui est vers Oulin. Du coup, si on devait choisir une viennoiserie, quelle est, j'allais dire, la moins calorique, la plus calorique? Alors, à votre avis, la plus calorique? Là, vous voyez sur ce plateau avec ces brioches. Le pain au chocolat. Pain au chocolat. Praline. Ouais, les pralines. Praline. Bon, personne n'a gagné. Ah. Le plus calorique sur ce plateau, c'est le chausson aux pommes. Ah ouais? Parce qu'en fait, on est sur une pâte feuilletée, donc c'est une pâte au beurre. Ah oui. Artisanale, beaucoup de beurre. Oui. Et à l'intérieur, il y a encore du fruit. Donc le fruit, ça apporte aussi du sucre. Donc le plus calorique, c'est le pain au chocolat, c'est le chausson aux pommes. Ah oui. Ok. Et le moins calorique de ce plateau, c'est un peu étonnant, moi je trouve, c'est le croissant. Ah oui? Pourtant, c'est un croissant pur beurre. Aïe. Mais finalement, c'est ce qu'il y a de moins calorique. Parce que la praline, évidemment, c'est pas le... Ceci dit, c'est très très bon, là, les petites pralines comme ça. Ah, on reconnaît les Lyonnais. Bah oui, tiens. Et pure souche, madame. Mais oui. Donc oui, la praline, c'est très très bon. C'est quelque chose qui est assez lyonnais, enfin, qui provient d'une autre région d'ailleurs à la base, qui vient de Savoie. Ah d'accord. Donc c'est un pâtissier de Savoie qui avait inventé ce produit. Et puis finalement, après à Lyon, on se l'a approprié, on l'a enrichi, on a rajouté quelques pralines à l'intérieur pour que ça soit bien fondant à la cuisson. Et lorsque c'est chaud et que le sucre fond, alors là, c'est délicieux. C'est pas fait pour faire maigrir, mais ça fait plaisir. Ah ouais, voilà. Ça c'est hyper gourmand, évidemment. Comment ça se passe pour le petit-déj à travers le monde? On ne déjeune pas tous de la même manière?
Alors, on ne déjeune pas tous de la même manière. Nous, les Français, on est très classiques, on aime le sucré, donc on aime les petites confitures. Hein. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un veut en goûter? Oui. Alors, une petite cuillère. Hop. Merci beaucoup. Voilà. Framboise, ça vous va? Très bien. Allez. Bon, après, voilà, il y a aussi, si vous voulez goûter plus tard, du miel, de la pâte à tartiner. Donc, nous, on est très sucré sur la France. Mais par exemple, si on prend l'Allemagne, eux, ils aiment le sucré-salé. Donc, ils aiment tout ce qui est un peu à base de jambon, de charcuterie, les yaourts, qui sont aussi très importants pour eux, et puis pas mal de pain. Ils ont des petits pains qu'on appelle les Brötchen, qui viennent fourrés de marmelade ou qui viennent fourrés de saucisses et d'autres agréments. D'accord. Les Espagnols, eux, ils adorent les churros dans le chocolat chaud. Ah, c'est bon. Donc, le churros, c'est un peu gras de bon matin, mais c'est un peu l'équivalent de notre croissant. Il faut quand même le digérer, le churros. Il faut quand même le digérer. On le trempe dans le chocolat chaud, c'est très, très bon. Et puis, on connaît tous les Anglais avec leurs baked beans. Qui, eux, adorent, on va dire, les haricots blancs à la tomate, des champignons, tout ça, avec un petit toast de beurre. Ça, c'est les Anglais, chacun ses goûts. On a compris que c'était pas vraiment votre tasse de thé, hein? Moi, je suis plus classique, je crois. Oui. Mais enfin, vous n'avez jamais le temps de le prendre, le petit-déj? Honnêtement, rarement. Oui, forcément. Il y en a qui les livrent et puis il y en a qui les mangent. Hein, ça, et c'est pas les mêmes. Mais pendant le petit déjeuner, c'est très, très important parce qu'en fait, dans le mot déjeuner, il y a le mot c'est-à-dire qu'on casse le jeûne. Et donc le matin, normalement, il faut reprendre des forces et il faut remettre en place le métabolisme. Je pense que les médecins pourront nous le dire. Et c'est vraiment conseillé de prendre le petit déjeuner et de ne pas le louper. Oui, alors, il y a eu plusieurs études là-dessus. Hein. Il y en a qui disent que c'est pas la peine, il y en a d'autres, ça dépend. C'est comme tout. Je pense qu'il faut en prendre un qui soit équilibré, qui soit adapté à notre régime alimentaire et puis surtout qui nous fasse plaisir. Donc, oui, c'est ça. Sans consommer de la viennoiserie tous les matins, il est quand même recommandé d'en prendre une de temps en temps. Vous déjeunez régulièrement, tous autour de la table ou pas? Moi, pas trop. Ouais. C'est plus un truc de fille, j'ai l'impression, non? Non, je prends mon petit déjeuner. Oui, c'est vrai? Ouais, sinon je suis de mauvaise humeur. Ah, oh là là. Bah non, alors pour une émission dédiée au rire. Et alors, il y a quoi dans votre petit déjeuner? Des céréales, produits laitiers, fruits. Voilà, ça, c'est un élève exemplaire. Voilà, mais oui, mais bien sûr. Et vous, Marie? Je suis moins exemplaire, moi. C'est plus à base de café et de viennoiserie, je dois dire. D'accord. Xavier? Alors moi, c'est souvent le dimanche et le samedi, mon petit déjeuner, tranquillement, à la maison, viennoiserie, bien sûr. Est-ce que c'est le gros de votre activité, tiens, le week-end? Alors nous, le particulier, le week-end, en effet, parce que c'est le moment où les gens ont le temps, ils prennent le temps avec leur famille de petit déjeuner. C'est ça. Donc c'est un gros pic d'activité le week-end. Et puis tout le reste de la semaine, il y a les petits déjeuners au bureau. Oui, c'est ça. C'est quand même formidable de se dire, là, le dimanche sous la couette, quand il fait bien froid, que le livreur va arriver avec les croissants. C'est génial, c'est une très très belle idée. Hein. Et c'est gentil. Comment on fait pour commander d'ailleurs? Alors pour commander, vous allez sur notre site internet www.baguetteabicyclette.fr et vous sélectionnez vos produits. Et ensuite, vous pouvez vous les faire livrer sur le créneau horaire de votre choix. D'accord. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins matinaux. Oui, ça c'est sûr. Mais on peut commander à la dernière minute ou... Jusqu'à la veille 21h. Ah, ça va, c'est confortable. Très bien. Ça vous laisse le temps de préparer la suite. Absolument. Merci beaucoup à tous, en tout cas, d'avoir été autour de cette table aujourd'hui. Vous nous avez aidé à bien commencer la semaine. Demain, on est mardi, bah oui. Et on va vous expliquer dans notre tuto comment fabriquer sa peinture maison. On va aussi savoir comment donner le goût de la science aux enfants, parce qu'ils aiment ça. On en parlera demain et on aura Sonia Esgulian avec nous sur ce plateau et on parlera des agrumes. Et puis, on aura une rubrique sur vos droits. Si vous avez envie de créer votre société en 2020, eh bien, notre notaire vous expliquera toutes les ficelles. On vous embrasse, passez une belle journée et à demain.